Nous allons d'abord parler du Nigeria. Nouveau trouble après des accusations de blasphème. Ensuite, la Guinée-Conakry, Alpha Condé, de nouveau autorisé à quitter le pays. Nous allons également parler du Niger. La coopération militaire avec Berlin est un modèle à suivre selon le président Mohamed Bazoum. Et puis Mali-Togo, un Togolais enlevé dans le sud-est du Mali. Nos invités sont en place. Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. Pasteur, bonjour. Oui, bonjour Michel, bonjour. Oui, je vais bien, sauf qu'avec la pluie, j'ai passé toute la journée, enfin la demi-journée dans l'eau. Ne me confondez pas avec des batraciens, surtout, je ne suis pas batracien, mais j'ai passé déjà la demi-journée dans les eaux parce que ma population est inondée. Et ça fait très mal. Au cœur de la ville, les populations sont inondées. Et chaque fois, on revient sur la même chose. Chaque année, ça se répète. Mais on ne fait rien. Pendant la saison sèche, on ne fait rien. On ne cherche pas à arranger la situation. Maintenant, nous sommes des autorités municipales, mais nous n'avons pas des moyens. On n'a pas des moyens de notre politique. L'assainissement, c'est coûteux. Il faut des fonds faramineux pour l'assainissement. Mais nous n'avons pas ces moyens. Donc, chaque jour, quand je suis arrivé, on dit « Ah, le maire est déjà arrivé, le maire est arrivé. » Mais je n'avais rien dans ma poche, je n'avais rien avec moi pour régler. La simple motopop, je n'en ai pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, donc, je suis venu ici après les eaux. Je vais retourner bientôt, après l'émission, je vais retourner encore dans les eaux. Eric Johnson, bonjour. Bonjour Michel, bonjour Pasteur, bonjour cher ami. Et je vais très bien et je dis bonjour aux amis téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Je vais peut-être rebondir un peu sur ce que vient de dire le pasteur Dokomi. C'est un problème récurrent dans notre pays qu'après chaque saison de pluie, que les populations se retrouvent dans les eaux et elles sont très franchement dépourvues de tout. Je crois qu'il y a un ministère quand même qui est chargé de la solidarité nationale qui doit forcément, au lieu d'attendre que cela se passe et qu'on vienne en aide avec des moyens médiatiquement. Non, mais pas médiatiquement, puisque oui, voilà. Les gens vont rester au bout pour voilà, justement, c'est là où je voudrais en venir. Il faut que ce ministère-là, ou la structure qui est chargée de s'occuper de ces cas sociaux-là, essaie quand même de travailler en amont avant qu'on arrive à des solutions, voilà, à des situations de sinistres que nous vivons. Le pasteur a parlé de sa commune, mais je pense que dans plusieurs communes, c'est la même situation. Il faudrait trouver de façon globale une solution idoine à cette situation. Je dis beaucoup de courage au pasteur qui est aujourd'hui une autorité municipale, il a dit, et je crois que ensemble avec les populations et les structures centralisées, quand je dis décentralisé, je veux parler de lui, mais des structures centralisées, qu'une solution soit trouvée définitivement afin que les populations puissent quand même mieux vivre pendant les périodes de pluie qui, franchement, ne sont pas bonnes à vivre. Vous êtes journaliste et directeur de publication de l'Union. Nous avons également Rodrigue Arlego. Vous allez bien, journaliste, analyste politique également. Votre dernier passage ici remonte à quand, Rodrigue? Bonjour d'abord. Bonjour Michel, bonjour Eric Johnson, bonjour Pasteur Edo Komi. Oui, je réponds à la première question. Ça remonte effectivement à janvier 2020, si j'ai bonne mémoire. Ça fait longtemps. Et ça fait vraiment longtemps. Il a fallu que l'on prenne un peu de recul. Ouais. Parce que, vous savez, la profession de journaliste au Togo, je suis désolé, mais n'est pas une profession qui nourrit son nom. C'est une profession qui appauvrit. Mais on fait l'effort d'être là-dedans. D'accord? Je ne suis pas du genre à me laisser emporter par le courant. Donc, il y a de la famille à nourrir. Ouais. Donc, il n'y a pas que ça à faire. Il faut fouiller, faire fouiller, se redonner de l'espoir d'avancer.
Et aussi dans la vie de l'homme, quand on fait un chemin, arrivé à un niveau donné, on s'arrête pour se questionner, s'interroger, analyser les choses, faire une étude comparative du chemin parcouru, ce qu'on a pu faire, ce qu'on n'a pas pu faire, ce qui est devant, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Donc voilà un peu. Mais je me réjouis de retrouver la maison, parce que Michel, la dernière fois, c'est publiquement il m'a mis la corde au cou en public. Et donc, je n'ai pas eu le choix que de lui dire, ben je viens. Et donc, merci d'abord de m'avoir invité. Et je suis là. Et donc, pour ajouter à cette situation de... Moi, je ne parlerai pas encore d'inondation, mais en réalité, on n'a pas encore vu ce qu'on appelle l'inondation, on n'a pas encore vu. Ce ne sont pas encore les grandes pluies. Ce sont de petites pluies qui révèlent notre retard crucial en matière d'assainissement, en matière d'urbanisation. On n'a aucune politique. On a beau avoir un ministère, c'est de non. Je suis désolé. On dira que Rodrigue est revenu avec... Mais je suis désolé, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un seul quartier dans lequel on peut circuler sans plonger ses pieds dans l'eau. C'est ça. Aucun. Même dans le quartier administratif. Non, je dis aucun. Quand je dis aucun, ça se comprend. Ça se comprend. Et donc, normalement, pour ce genre de situation, il faut ce qu'on appelle une commission de réflexion, d'étude et d'action qui doit porter une vision sur une longue durée. À court et à moyen terme ou à court terme serait de trouver un moyen pour éviter le suraccident. On l'appelle suraccident dans le jargon de secourisme. L'inondation, enfin, les maisons sont inondées, les gens n'ont plus de toit. Et donc, bien évidemment, pas de vivre. Et donc, mais il ne faut pas que ce soit un acte redondant, annuel. Qu'on budgétise cela chaque année, on achète des nattes, quelques sacs de riz, de maïs, etc. Et puis, le pasteur l'a dit tout à l'heure, il a posé la question, les gens vont rester où? Pour préparer? Dans la rue? C'est un peu difficile. Et donc, c'est une situation que nous vivons depuis des décennies. Et les solutions que les gouvernants proposent sont sérieusement défiées par les petites pluies. La fin pavée juste à côté de vous ici, une petite pluie. Vous voyez, la route n'existe plus. C'est inondé. Les retenues d'eau ont trahi la solution à laquelle cela est... Sont débordés. Oui, non, quand je dis on trahit, parce que finalement, ce sont des retenues qui recueillent l'eau et qui les distribuent dans les maisons. Il y a une inondation également au Nigeria. Non. Écoutez, pardon, oui, je termine pour dire, tout ce que moi je peux faire, c'est de lancer un appel au gouvernement à prendre au sérieux la situation. Quand on parle de réchauffement climatique et ses conséquences, nous ne sommes pas encore là. Il y a des pays qui connaissent les tsunamis, les ouragans. Mon frère, qu'adviendra-t-il si un jour, et donc, qui veut aller loin, menace à mon Dieu. Non, obligé de mettre oui, de toutes les façons. De toutes les façons, je crois que ce qui se dit ici est très important et très significatif par rapport à ce que vivent les populations. Je dis, Rodrigue a touché du doigt deux problèmes. D'abord, la situation des journalistes que nous sommes. Nous nous disons que c'est un métier sacerdotal et pourtant il faudrait quand même vivre parce que nous avons des familles. Et je crois que nous sommes entrés dans cette profession-là, parfois par passion. Et parfois, certains, ils sont arrivés parce que ils se disaient qu'il n'y a pas de débouché et qu'il fallait quand même travailler. Et d'autres encore
hein, ils ont été, comme il dit qu'il ne suit pas le courant. Hein, mais là, certains ont suivi le courant et ils y sont. Mais je crois que fondamentalement, il faut repenser tout ça pour voir la situation du journaliste. Aujourd'hui, c'est vrai, on nous conduit vers des entreprises de presse, mais une entreprise a n'importe comment un capital. Où est-ce qu'il faut trouver le capital pour pouvoir fonctionner et faire vivre ceux qui travaillent dans cette profession? C'est un débat qu'on aura à ouvrir après. Maintenant, sur l'inondation, je pense que il ne faut pas caresser les gens dans le sens du poil, parce que c'est une situation qui est très critique et chaque année on la vit de cette manière. Nous ne pouvons pas dire que nous-mêmes, nous sommes exempts de cela parce que nous sortons des quartiers dont il a parlé. C'est tous les quartiers. Partout, il y a des flaques d'eau, il y a des cours d'eau, etc. Aujourd'hui, quand vous passez par Agbalepédo, à côté ici, vous voyez ça. Eric, on voit ça tous les jours. Et donc, c'est un appel que nous lançons aux autorités, même si aujourd'hui il y a la décentralisation, comme je l'avais dit en off au pasteur, il faudrait que des projets soient quand même proposés et que nous en parlions et que l'autorité suprême prenne vraiment cela à bras le corps. En tout cas, ça constitue un sujet d'actualité. Ouais, il fallait le faire. Mais on va glisser, avant la pause, on va glisser un mot sur le Nigeria où plusieurs maisons et boutiques ont été incendiées dans une ville du nord de ce pays par une foule en colère, faisant des blessés après de nouvelles accusations de blasphème dans cette région en majorité musulmane. Alors, Rodrigue Ahlego, avec vous, on va comprendre concrètement ce qui s'est passé. Écoutez, le Nigeria est coutumier de cette situation-là, et où vous savez que c'est un pays pratiquement divisé en deux, avec une forte popularité au sud, acquise à la cause du christianisme, et une forte popularité pratiquement égale, acquise à la religion musulmane au nord. Et donc, je pense que c'est une situation que le gouvernement du Nigeria a du mal à saisir. Le gouvernement n'anticipe pas parce qu'il y a des raisons bien fondées. Quand on est issu surtout avec la présidence tournante qui ne dit pas son nom sur place, chacun veut préserver sa communauté, son électorat. Et donc, face à ce genre de situation, on ne prend pas la mesure de la chose, prendre la décision qu'il faut pour taper du poing sur la table et dire ça ne doit plus se reproduire. Et donc, on essaie de caresser dans le sens du poil pour éviter, parce que bientôt il y aura les élections. Si tu es issu de la communauté chrétienne, il suffit de séduire un peu quelques musulmans et puis bon, pour balancer la tendance. Si tu es de la communauté musulmane, il faut séduire un peu quelques. Donc, on trouve toujours des solutions qui sont à mi-chemin. Et on ne va pas au fond de la chose. Vous savez, il faut interroger l'histoire, retourner. Nos grands-parents ont existé avec ce genre de religion. Dans un premier temps, pas ce genre de religion, parce qu'ils avaient leur propre religion à eux. Ils avaient leur propre religion à eux, mais certes, il y avait des appellations. Vous allez trouver, c'est un peu comme chez nous, vous allez trouver les Vodou qu'on appelle Kwetonou de 4, Kwetonou V, je ne sais pas s'il y a 3 ou 4, etc. Vous allez trouver, etc. Vous allez trouver les Blekétés. Il faut continuer, pas fouiller, tu vas trouver. Tout ça là, il y a beaucoup de choses. Vous allez voir que ça, c'était leur Dieu, mais malgré ces appellations-là qui les distinguaient, qui les regroupaient en communauté sur la base de leur... Il y avait la cohésion. Il y avait la cohésion. Il y avait de la tolérance. Chacun respectait la position, la religion de l'autre. Mais aujourd'hui, c'est comme une guerre ouverte. Et chacun dit que c'est son Dieu qui... oui, c'est une guerre. C'est une guerre qui est ouverte. Chacun dit que c'est son Dieu. Et on va à l'extrémisme. Et puis bon, voilà, on va à l'extrémisme. Et pour moi, quand on fouille bien, on comprend que l'extrémisme lui-même est l'émanation de ce que j'appelle cumul de frustration et de haine. Tel est musulman, il a posé tel acte, et donc automatiquement, on généralise à tous les musulmans, ils sont comme ça.
tel est chrétien, il a posé un tel acte. On ne limite pas l'acte à la personne. Mais je vous assure que cet acte posé ici est aussi posé quelque part loin de l'autre côté. Mais personne n'en parle. Et donc on doit aller à une culture de la tolérance. Il faut sensibiliser les gens, les amener à comprendre qu'au fait, la religion ne nous enlève pas notre statut d'humain qui nous force à une vie ensemble, une vie communautaire. C'est de cela qu'il s'agit. À ce plateau, par exemple, nous ne sommes pas de la même obédience religieuse, mais nous sommes là à parler de ce qui nous concerne tous, ce qui nous rassemble tous. Et donc, c'est ça la tolérance. Donc, je pense qu'au Nigeria, on a trop politisé la situation et chaque fois, vous allez voir que chaque fois, ça décime les populations. On incendie tout un village, mais je vous assure, il n'y a pas que le Nigeria. Pour une affaire je rappelle qu'en France, c'est comme ça que comment le journal qui a caricaturé... on va marquer la petite pause, on revient pour la suite avec le Nigeria. Charlie Hebdo. Charlie Hebdo.